Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière rencontre du premier jour de la foire du livre de Brive. Une rencontre exclusivement féminine avec des autrices à succès que je suis ravie de retrouver. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. au public d'être là. Si vous le voulez bien, bonsoir. Si vous le voulez bien, je vais commencer par vous présenter chacune. Et puis on va gentiment échanger sur vos trois dernières publications. Et il y en a un certain nombre déjà qui ont vu le jour. Donc Émilie, je me permets de commencer par vous pour une petite présentation. Donc, vous avez été révélée par la série Phénomène Dear You et vous êtes devenue, avec plus de 700 000 exemplaires vendus, ce qu'on appelle la reine incontestée de la romance. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça. Bretonne de cœur et parisienne d'adoption, vous envisagez l'écriture comme un plaisir et malgré votre succès impressionnant, mettez un point d'honneur à rester proche de vos lectrices et à ne pas vous prendre trop au sérieux. On va en parler. Alors, je vous présente rapidement votre livre, donc, qui s'appelle Roman, qui est publié chez Harlequin, qui s'appelle J'irai voler ton cœur à Noël. C'est votre 18e roman en 10 ans de carrière. On reviendra aussi là-dessus parce que vous dites 18, c'est l'âge de la majorité. C'est intéressant. Donc c'est l'histoire de Margot, amoureuse de la période de Noël, qui se voit donner la mission de co-organiser le mariage de sa sœur avec le témoin Adam, qu'elle cherche absolument à séduire. Sauf qu'il y a Logan, le meilleur ami de toujours, hockeyeur. On va voir ce qui va se passer. Karen Ponte, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Donc, vous avez conquis plus de 400 000 lectrices et lecteurs grâce à vos histoires empreintes de légèreté et d'humour, même sur des sujets parfois difficiles. Vous êtes publié chez Fleuve Éditions et votre dernier roman s'appelle Noël en péril. C'est le 3e tome. C'est ça, tout à fait. Qui met en scène le village fictif de Santa les Deux Sapins. Alors, dans ce village, un dangereux capitaliste, pourtant enfant du village, reprend l'usine de boîtes de musique et entend licencier une bonne partie du personnel. Il se venge clairement, parce que, à cause de la déchéance de son propre père, qu'il a vécu la veille de Noël. Seule solution pour sauver la fabrique, le village doit trouver 175 000 € avant le 26 décembre. Rien que ça. Voilà, rien que ça, avant le 26 décembre. Et va commencer une course contre la montre assez drôle, même si empreinte aussi d'une certaine, d'un certain drame quelque part, parce que derrière, il faut sauver le village. On y reviendra. Et enfin, Claire Norton, bonsoir. Bonsoir. Alors, par la force des choses, chez Robert Laffont, grâce à la force des thèmes que vous abordez, vous avez conquis plus de 400 000 lecteurs et votre livre, Celle que je suis, a reçu le Grand Prix des lecteurs Pocket 2022. Par la force des choses est votre 6e roman. Tout à fait. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup dans le titre, il me semble. On expliquera peut-être pourquoi. Vous questionnez le courage de faire des choix, l'amour à la folie, à travers le personnage de Lisa qui vit un coup de foudre avec Victor. Mais tous deux sont mariés et parents par ailleurs. Quoique, Lisa n'est pas mariée. Mais vit en... Absolument, petite subtilité. La subtilité importante. Vous vouliez questionner cet adage tiré d'Aragon que vous citez, aimer jusqu'à en perdre la raison. Alors, ma première question pour toutes les trois, et puis on rentrera dans chacun de vos... plus en détail dans chacun de vos romans. Est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots la construction de vos personnages, justement? En tout cas, il y a pléthore de personnages, donc on va peut-être pas tous les faire un par un, mais en tout cas ceux qui vous semblent les plus importants et ceux qui font que le livre a pris la direction qu'il a pris. Je me permets du coup de commencer par vous, vu que j'ai... Très bien. Alors, moi, les personnages que je choisirais de présenter, ce sont d'abord Lisa. Lisa, une jeune femme qui a été élevée, ou plutôt qui a été nourrie par le féminisme de sa mère, et qui a une conception très particulière du couple, puisqu'elle, pour elle, un couple, c'est un partenariat qui se fonde sur l'envie d'avancer ensemble. Et elle va donc voir sa vie chamboulée lorsqu'elle va rencontrer Victor.
Victor, c'est un homme qui lui ressemble, pragmatique, très rationnel, qui lui aussi a un rapport à la relation amoureuse assez particulier et qui va voir lui aussi à son tour sa vie transformée lorsqu'il va rencontrer Lisa. Et puis je parlerai enfin de Céleste. Céleste qui est la fille de Lisa, jeune fille avec qui elle entretient un lien très fusionnel et qui nous parle aussi, bien sûr au travers de leur histoire, qui nous parle du lien affectif, du lien maternel. Je vous remercie. Karen ? Alors du coup, moi, il y a beaucoup de personnages, effectivement. Je voulais choisir dans ce roman. Alors l'héroïne, c'est Pauline. Je pense que tout part d'elle dans les trois histoires. Donc, qui est une jeune femme qui n'a pas vraiment vécu de Noël assez magique dans son enfance parce que ses parents n'étaient pas hyper fans de Noël. Et par un concours de circonstances dans la saison 1, elle va se retrouver propulsée dans une famille qui, pour le coup, elle, ne vit que pour Noël, ou quasi. Et donc, c'est un peu un choc des mondes. Et effectivement, elle va faire la rencontre de David dans la saison 1, et puis de son frère et de sa sœur, mais aussi de sa mère, Hélène, et puis d'un chien. Et puis, enfin voilà, il y a plein de personnages. Et dans cette saison 3, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, qui est Jade, qui est la nièce du nouveau mari d'Hélène. J'avais envie de ramener un peu là encore, de quelqu'un pour qui la vie n'est pas facile et qui va être un peu réparé ou presque par Santa les deux sapins, qui répare tout, évidemment, c'est bien connu. Merci. Émilie ? Alors moi, j'en ai beaucoup moins de personnages. Il y a Margot, qui est une jeune femme qui adore Noël. Elle adore tellement Noël qu'elle travaille dans une boîte d'accessoires de Noël. Donc elle est dans Noël en permanence. Qui a vécu un drame dans son adolescence parce qu'elle a perdu ses parents. Et donc sa sœur est devenue une sorte de mère de substitution. Elle est très très proche de sa sœur. Et elle a comme meilleure amie... donc Margot, c'est un peu une loseuse de l'amour quand même. Elle enchaîne les mésaventures amoureuses. Elle est persuadée qu'elle ne trouvera jamais l'amour. Et elle a pour meilleure amie Logan, qui est un hockeyeur très talentueux, assez agressif sur la glace et pourtant très sympathique en dehors. Et en fait, elle se fait à l'idée que pour conquérir un troisième homme qui s'appelle Adam, qui est le témoin du futur époux de sa sœur, essayer de suivre, il faut qu'elle s'entraîne. Donc elle demande à son meilleur ami de la coacher dans les règles de la séduction et de l'amour. Voilà. Et comme vous en doutez, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Voilà. Alors, comme vous pouvez l'entendre, beaucoup d'humour. Alors principalement dans les livres de Karen et Émilie, vous recherchez plutôt quelque chose, vous questionnez, Claire, beaucoup plus en alternant les points de vue. Donc vous faites parler Victor, vous faites parler Lisa, et vous lui faites écrire un journal qui lui permet de s'exprimer directement, et comme ça on a accès à ses pensées. J'avais une petite question pour vous, Claire. J'ai vu dans une interview que vous disiez que le sentiment amoureux a plusieurs visages, qu'il est difficile de généraliser. Par contre, lorsqu'il est très intense, il balaye tout. On sent pourtant que Lisa est réfléchie. Elle prend le temps d'écrire son journal, de se poser 50 000 questions. Et donc, à ce moment-là, oui, il balaye quelque part, mais peut-être qu'il ne balaye pas complètement sa réflexion. Elle n'en voit pas tout balader. Alors, elle a quand même choisi de faire une croix sur une bonne partie de sa vie, sur une partie qui lui permettait de préserver un certain confort, d'avoir une certaine sécurité, de voir sa fille au quotidien. Et le fait de rencontrer cet homme et puis d'éprouver pour lui des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir ressentir un jour pour quiconque, va l'amener à s'interroger sur ses priorités. Et il est vrai que de changer comme ça de point de vue, ça permet quand même de poser un peu la problématique. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez un amour passionnel, le ressenti d'un amour passionnel, c'est l'amour du début, mais ça n'est pas l'amour du couple installé. Or, le fait de maintenir cette relation un peu à distance, puisqu'elle-même attend qu'il puisse se libérer, maintient également une certaine fougue qu'un couple installé ne partagerait plus forcément. Donc c'est en cela en fait que je dis qu'il balaye tout, c'est-à-dire qu'elle a, elle, choisi de donner priorité à cet amour et elle a fait en sorte de se libérer pour pouvoir le vivre, ce qui ne va pas forcément être le cas de Victor, en tout cas pas tout de suite. Elle fait quand même ce choix-là.
et elle sacrifie beaucoup de choses finalement dans sa vie pour cela. Mais elle prend le temps de le... ce que je veux dire, c'est qu'elle prend le temps de peser le pour et le contre un petit peu, hein, elle l'écrit, elle se demande... Alors la question du choix, ça c'est une question aussi que je voulais vous demander. D'ailleurs, vos chapitres, vous les intitulez, il y en a certains que vous intitulez, alors le destin frappe à la porte et quand le hasard s'en mêle. Quelle est la place du destin et du hasard quand on doit faire des choix, justement? Mais je crois que cette réponse... Vous avez 2 heures. On arrive, j'arrive. Je crois finalement que la réponse se trouve en chaque lecteur, parce que d'ailleurs dans ce roman, on trouve une sorte de confrontation entre une argumentation un petit peu déterministe, hein, qui consiste à penser que chacun de nos choix nous fait prendre un chemin, et une autre qui consiste davantage à penser que tous nos chemins sont le fruit du hasard ou du destin. Enfin, et chacun y voit des réponses différentes. Je comprends. Alors, Émilie. Celle qui raconte des âneries. Pas du tout. Sur le choix et le hasard? Non. Surtout sur l'amour passionnel. En fait, je voulais reprendre... Alors, sur l'amour passionné, moi, j'ai écrit un roman il n'y a pas si longtemps sur l'amour-passion, et effectivement, tellement passionné qu'il est même incompréhensible pour les autres, en fait. Hein. C'est quelque chose de très subjectif qui s'intériorise beaucoup. Et je l'ai fait du point de vue de l'homme, parce que très souvent, les femmes sont vite décrites comme des femmes passionnées, amoureuses, qui assument leurs sentiments, et les hommes, un peu moins. Voilà. Et moi, je voulais faire un homme qui assumait ses sentiments au point d'attendre, en fait, attendre tout le temps qu'elle revienne. Et c'est extrêmement compliqué, et ce roman que moi j'ai beaucoup aimé écrire n'a pas été très bien compris, en fait. Vraiment. Par qui? Par vos lecteurs? Par les lecteurs, en fait, qui étaient en train de dire, mais en fait, c'est pas possible d'attendre comme ça. Mais en fait, de mon point de vue, c'est possible, en fait, d'attendre comme ça, d'attendre passionnément quelqu'un qui soit au même timing que vous. Voilà. Que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, ouais. Tout à fait. Ok. Alors, Karen, comment vous décririez comme vous avez dit, en saison 1, ils se rencontrent, Pauline et David? Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire que la saison 3, ils sont déjà bien installés. Alors, ils sont ensemble, mais ils vivent ensemble depuis pas longtemps. Parce qu'en fait, Pauline, elle a une vision, elle attend pas du tout ni le prince charmant, ni le destrier, ni le quoi que ce soit. Et c'est drôle parce qu'elle évolue, évidemment, au fur et à mesure des saisons. Et je vous ne dis pas la fin de celui-là. Et donc, petit à petit, en fait, on part d'une histoire qui se crée comme ça, et puis d'une envie de vie à deux. Et donc là, effectivement, ils vivent ensemble, ils découvrent cette vie à deux dans cette saison 3. Mais c'est vrai que ça se passe quand même beaucoup en famille, moi. On est vraiment... Il y a leur couple, mais c'est beaucoup une comédie familiale. Hein. Ouais. Donc ils sont quand même beaucoup entourés. Alors justement, donc Jade arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Oui. Vous m'avez fait le même... j'ai eu la même réaction quand j'ai lu le livre pour lequel je vous avais interrogé l'année dernière, qui s'appelle « Et que quelqu'un vous tende la main ». Oui. Vous mélangez une légèreté folle avec des moments comme ça de drame quelque part, où, comme vous dites, la vie n'est pas pour des gens pour lesquels la vie n'est pas facile. Alors je ne sais pas la question, comment je peux la poser, mais c'est un contre-coup de la légèreté. Vous ne voulez pas que... À quel moment vous vous dites j'ai besoin de faire entrer quelqu'un qui a une vie un peu moins rigolote, on va dire? Parce qu'en fait, je trouve que dans la comédie, en fait, on a de la légèreté, mais on peut avoir aussi du drame, comme la comédie dramatique. Et parce que ça parle de la vie finalement, et là c'était l'occasion de faire rentrer un personnage nouveau, et j'avais envie en effet d'amener une jeune fille, donc Jade, qui en fait se retrouve à arriver chez cet oncle qu'elle ne connaît pas, parce que sa maman est incarcérée pour ensuite un cambriolage qui a mal tourné, et elle a grandi dans un milieu d'addiction, puisque sa maman était toxico, et donc en fait je voulais aussi là encore confronter cette vraie vie-là de certains qui vivent vraiment ça à la magie de sandales et de sapin, et pour qu'elle, en fait, elle arrive dans un truc qu'elle ne connaît pas, quoi. La famille, elle ne sait pas ce que c'est, et ça me permet aussi là encore de traiter toutes ces belles valeurs que moi j'aime dans les comédies de Noël,
à savoir le partage, la solidarité, la bienveillance. Et du coup, Jade, en fait, elle se retrouve là, dans cette espèce de coton tout doux qu'elle rencontre pour la toute première fois de sa vie, quoi. Noël, ça vous inspire, toutes les trois? C'est une période particulièrement inspirante pour vous trois? Pas du tout. C'est pour ça que vous sortez un livre qui s'appelle J'irai voler ton cœur à Noël et un prochain qui s'appelle qui s'appellera quelque chose avec Noël. Non, en fait, très honnêtement, moi je suis pas une fan absolue de Noël. Alors oui, j'adore parce que j'ai des enfants, je fais des cadeaux, des machins. Je suis pas une fanat de déco. Enfin, je sais pas ce que je fais de ma vie. Qui suis-je? Que fais-je? Je ne sais pas. Non, je suis pas une fan mais vraiment pas. Et d'ailleurs, ça se sent dans mes livres parce qu'à chaque fois, on me dit « Ouais, mais je suis pas trop comédie de Noël, je suis plutôt comédie d'hiver. Hein. » Oui, bon, d'accord, ok. Donc je mets un sapin, 4-5 boules, et puis voilà, ça passe, quoi. Mais je suis pas très Noël, en fait. Désolée. Vous deux bah non, pas de quoi être désolée. Moi, je pense que Noël a un côté magique. Alors, même si, quand on grandit, il devient un peu moins magique, parce que forcément, quand on est gamin, c'est quand même... le moment attendu toute l'année, il faut quand même s'en souvenir. Mais c'est aussi une période un peu particulière parce que finalement, cette période très festive, elle nous ramène aussi aux absents. Tout à fait. Et c'est la mélancolie. Oui, absolument. Donc il y a ce mélange, je pense, de festivité, de joie, vraiment de joie, parce que c'est quand même très fédérateur. Mais en même temps, ça nous ramène à ceux qui sont disparus et ça peut aussi être un peu douloureux. Ça inspire l'écriture? Ou est-ce que c'est un moment... Alors par exemple Karen, qui l'appelait Noël, je crois que les trois, vous les avez sortis en période de Noël, les 3 tomes? Ils sortent début octobre en général. Bon, pour Noël. Enfin, en tout cas, les 3 se passent autour de oui. Noël. Voilà. Moi j'ai écrit 5 comédies de Noël. Alors, donc Noël, les 5 Noël a une vraie place. Pour le coup, il y a déjà Santa, les 2 sapins, ça ne s'invente pas. Hein, donc, déjà rien que ça. Oui, moi je suis une grande fan de la période, presque plus d'ailleurs de l'arrivée jusqu'au 24 que le 24-25 en fait. C'est pas tant ces 2 jours-là, mais toute la période avant, effectivement de décoration, de recherche, de ce qui va faire plaisir à l'autre, etc. Ça, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis j'aime je trouve que c'est chaleureux, quoi. S'il vous plaît, dans le cadre du Prodigy Pirate, nous vous rappelons qu'il vous est demandé... Ok. Ça, c'est très Noël. Alors Claire, moi j'avais une petite question par rapport à Jean-Jacques Goldman. Donc Jean-Jacques Goldman, en tout cas ses chansons, vous suivent Lisa sur plusieurs chapitres. Et dans vos remerciements, vous le remerciez de vous avoir permis de citer ces chansons. Vous êtes adressé à lui? Ou c'est juste... Oui, parce qu'en fait, les chanteurs, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir user comme ça de leur texte sans leur demander préalablement. Et effectivement, et vous avez certains chanteurs qui d'ailleurs demandent à percevoir de l'argent, clairement, ça arrive. Et M. Goldman a accepté, mais à titre tout à fait gratuit, j'insiste là-dessus, ce qui finalement... allait dans le sens de ce que je pensais, de ses valeurs, voilà. Donc ça correspondait bien à l'homme que j'imaginais. Alors racontez-nous ce que représentent du coup les chansons de Goldman dans une période particulière. Ça la suit. Vous citez On ira, vous citez d'autres chansons emblématiques de Jean-Jacques, pour pas le nommer. Qu'est-ce qu'il représente pour Lisa? Et pour vous, j'imagine, derrière? Alors pour moi, mais je pense que tous, en fait, c'est vrai que Jean-Jacques Goldman a un côté un peu intemporel, alors on peut ne pas aimer, mais je pense qu'on a tous en tête une chanson qui nous a un jour fait danser, fait pleurer, en tout cas sur laquelle on a pu vivre certaines choses. Et par ailleurs, c'est un peu ce qui arrive à Lisa, c'est-à-dire que Lisa a connu très tôt son premier succès, et toutes ces chansons ont suivi, en fait, elle a grandi avec ces chansons-là. Et je trouve que Jean-Jacques Goldman a une particularité, c'est qu'en dehors du fait qu'il écrit lui-même ses textes, c'est qu'il raconte aussi des histoires de vie. Et Lisa s'est raccrochée à cela, à des moments difficiles de sa vie. Je pense qu'on a tous fait au moins une fois dans sa vie, on s'est tous raccrochés un moment à un chanteur ou une chanson qui nous parlait à certains moments. Et Lisa, ça va être le cas, mais pour ce chanteur-ci. Ok. Je reviens à vous, Émilie, si vous voulez. Je réfléchissais à Jean-Jacques Goldman et je suis entièrement d'accord. Il y a un côté déjà transgénérationnel.
les parents écoutent. Moi, mes enfants écoutent, ils sont désespérés en fait, parce que je connais toutes les chansons. Et je suis d'accord, ça accompagne la vie en fait. Voilà. Donc, Et Karen, je vois acquiescer vous aussi. Oui, moi je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman aussi. Vous mettez une chanson de Goldman maintenant, tout le monde la connaît là. C'est l'instant karaoké. C'est pas une histoire de génération aussi, Non. comme vous dites, nos enfants. Non, je pense pas, parce que moi, mes grands-parents écoutaient, mes parents écoutaient, moi aussi, mes enfants écoutent. Il sera content de l'apprendre, Goldman, si ouais. nous écoute. Jean-Jacques, reviens, s'il te plaît. Moi, je fais des prières régulièrement pour que Jean-Jacques revienne. Reviens, Jean-Jacques. Non, mais ouais, il y a un côté et transmission en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Et même puis dans ça parle à tout le monde. Et puis dans ces textes, il y a quand même un truc toujours très profond, malgré tout, malgré la légèreté d'une chanson de variété. Et ouais, je trouve une manière d'écrire aussi qui est très propre à lui. Il a écrit pour plein d'autres gens. Et moi, je sais qu'à la radio, quand il y a une chanson qui passe, quand elle est écrite par Goldman, quasiment 3 fois sur 4, on reconnaît tout de suite, quoi. On va dire ça, c'est du Goldman, et quand on va vérifier, ça en est. Il y a une vraie manière d'écrire qui lui appartient, et je trouve qu'on reconnaît assez vite, voilà, que c'est lui, que cette chanson-là, c'est lui, quoi. Alors, donc je sors du Coq-à-l'âne, mais j'avais une question pour Émilie sur Logan. En fait, ça m'a fait tilt tout à l'heure parce que vous disiez la dernière fois, enfin, vous aviez écrit un roman où c'était l'homme qui attendait passionnément. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer quand même que là aussi, quelque part, alors sans dévoiler la fin, Logan, dès le départ, est un peu troublé alors que Margot, elle est clairement dans une... Elle ne le voit pas. Très clairement, elle ne le voit pas du tout. Elle Et le voit pas du tout. Donc je questionnais à nouveau, enfin je questionne là encore, il y a un côté, c'est l'homme qui va attendre ou presque... Peut-être que j'aime bien les faire poireauter, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'y réfléchis pas trop. Moi, je suis assez instinctive quand j'écris. Oui. Je suis le genre d'auteur qui fait pas de plan, pas de fiche de personnage. Je fais gaver de recherche, j'utilise rien. Enfin bon, je suis pas très disciplinée sur l'écriture. Je pense que mes 2 collègues le sont un peu plus que moi. Donc oui, ça s'est fait comme ça en fait. Mais dans le cadre du roman, c'est vraiment une amitié qui évolue en fait, parce qu'au début, quand ils apprennent quand ils se rencontrent, quand ils sont tous les 2 ados, c'est vraiment de l'amitié. C'est lui qui la soutient dans un moment difficile. Et au fur et à mesure, il y a une espèce de lien un peu unique et étrange en fait, que personne ne comprend vraiment, parce que tout le monde les pense ensemble alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est vrai que lui, quand il se rend compte que possiblement il va devoir faire sans elle, qu'il va devoir un peu la partager, c'est là qu'il pige qu'en fait, peut-être qu'on n'est pas si amis que ça. Et elle percute vraiment quand lui dit que ouais, il va faire autre chose, quoi. C'est là qu'elle percute. Mais oui, de manière générale, j'aime assez quand les hommes attendent. Voilà. Je pense que c'est un vice de l'auteur. Chérie, si tu m'écoutes. Alors, Claire, clairement, c'est pas l'homme qui attend dans votre histoire, c'est Lisa. Elle prend le risque d'attendre. Elle prend le risque. Elle a la certitude de devoir attendre pour une bonne raison, mais en même temps, elle n'est pas toute seule. Puisque, mais bon, ça, on le voit à la lecture, mais elle ne fait pas ça pour rien. Oui. Alors, j'aimerais aussi vous questionner toutes les 3 sur, comme vous disiez que vous travaillez à l'instinct, et que vous disiez que vos collègues peut-être avaient plus de préparation, je sais pas. Ils ne peuvent pas avoir moins de discipline que moi, c'est pas possible. Dites-nous, des mots comme ça, et des fois ça fait des phrases. Je connais pas trop les états d'âme de mon éditrice, mais je pense qu'elle doit se poser franchement des questions. C'est ce que je bricole des fois. Voilà. Non, j'ai 0 discipline, vraiment, 0. Enfin, vous écrivez tous les soirs quand même, c'est une discipline. Oui, mais en fait, j'écris 10 lignes, je vais sur Facebook, je réécris 20 lignes, et puis je me rends compte que j'ai oublié un truc. Enfin, non, je suis pas du tout... Il y a pas de... Je suis dispersée, c'est horrible. En tout cas, il n'y a pas une seule façon de faire, je pense, mais c'est pour ça que j'aimerais vous questionner chacune sur votre façon. Donc, on a bien compris pour vous, Émilie. Vous y allez à l'instinct, ça marche, donc c'est... Voilà. Oui. Karen? Alors moi, c'est mi-instinct, mi-préparation, on va dire. Je prépare. Alors moi, j'aime bien faire des fiches personnages, en revanche.
J'aime bien que les personnages prennent un peu de chair avant que je commence à les balancer dans mon histoire. Donc je travaille ça beaucoup. Et par contre, effectivement, l'histoire, j'ai souvent pas grand-chose. J'ai un début, parfois j'ai une fin, mais pas toujours. J'ai 2-3 scènes, et en fait, je me lance un peu comme ça. Et il y a cet enthousiasme du début. Moi, j'adore écrire des débuts de romans. Je trouve que c'est hyper chouette. On découvre les personnages, on est lancé. Le milieu, c'est plus dur, et c'est là où il faut commencer à structurer un peu. Parce que la fin est encore loin, et donc il faut quand même y arriver. Mais donc, c'est mis... et alors, en termes de recherche, ça dépend complètement. Il y a des romans où j'en fais pas du tout, parce qu'il n'y en a pas besoin. Il y a des romans où j'en fais quand, en fait, soit je mets un lieu défini et le lieu va servir à quelque chose, sinon j'en mets pas. Et quand j'en mets un, là pour le coup, voilà, je vais essayer de faire en sorte que vraiment on s'y croit. Donc là, ça me donne un peu plus de travail, mais il y a des romans, effectivement, il n'y a pas du tout de recherche non plus. Donc c'est, voilà, c'est le super moite-moite. Voilà, le super moite-moite. Et effectivement, je pense qu'il n'y a absolument pas une manière unique. Autant d'auteurs et d'autrices que de manière d'écrire, à mon avis. Je vous en prie. Claire ? Alors moi, ce qui compte pour moi, enfin moi ce que j'aime, c'est vraiment explorer la nature et la psychologie humaine. Donc c'est vrai que je passe énormément de temps à travailler sur mes personnages, sur leur construction, sur voilà, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font, d'où ils viennent, ce qu'ils aiment, où ils vont. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin de les construire avant même d'attaquer mon roman. Alors évidemment, selon la thématique, recherche ou pas. Quand ce n'est pas le cas, en tout cas, je passe vraiment beaucoup de temps sur cette construction des personnages. Vous n'écrivez pas tant que vous n'avez pas une idée claire de à quoi ils ressemblent. Ah non, ça, j'ai vraiment besoin de les avoir en tête pour pouvoir ensuite commencer l'histoire, parce que j'ai alors un petit peu comme j'ai un début, ça toujours, j'ai 2 fins avant de commencer un roman. J'ai toujours, c'est ma marotte, j'ai 2 fins. Mais est-ce que parfois quand tu fais choisir... mais en fait, je décide à mi-chemin d'écriture de la fin qui sera la bonne. Mais c'est vrai que je n'ai rien. J'y vais plutôt parce que c'est ça aussi l'intérêt d'écrire, c'est que finalement vous cheminez en même temps que vos personnages. Et je pense que si j'avais un plan avec tout tracé, ce serait quand même beaucoup moins structurant pour moi. En tout cas, on a un large éventail de la non-préparation jusqu'à la préparation. Mais c'est génial. Voilà, ça prouve qu'il y a plusieurs façons de faire. On arrive pratiquement en fin de rencontre. J'ai une petite dernière question. Enfin, j'en ai plein, mais je vais en poser une dernière. Puis on verra s'il y a peut-être des questions de l'audience. Alors, le rapport au lecteur. Alors, je prends l'exemple de Karen, c'est celui qui me vient tout de suite, parce que vous vous adressez directement à vos lecteurs. Dans les bas de page, à la fin, Émilie aussi, vous remerciez beaucoup vos lecteurs, vous aussi. Et vous avez réellement un rapport assez extraordinaire avec... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi, voilà, J'avais une question sur le fait de l'attente que peut provoquer le succès. Alors vous êtes en 3e tome, j'imagine qu'à chaque fois vous vous demandez est-ce que j'ai pas fini est-ce que je vais pas refaire la même histoire, comment ils vont l'attendre. J'aimerais vous questionner sur justement cette attente. Est-ce qu'on est dans voilà, tant mieux, ça marche, est-ce qu'on est toujours dans cette peur que le prochain soit le prochain de trop, ou est-ce qu'on a quand même acquis une certaine confiance dans le... Plus j'écris, plus je suis en stress de chaque sortie. Ce qui est un vrai paradoxe, parce qu'on devrait gagner en confiance. Je valide. Les lecteurs, ils sont là. Je valide. L'éditeur nous suit. Les libraires nous suivent. On est en rencontre, on vient à Brive. Enfin, vous voyez, on devrait être un peu sécurisé. Moi, c'est les jours de sortie, je suis horrible. Je suis horrible avec moi, avec mes proches. En plus, ça tombe les mercredis, donc pour les enfants, c'est une catastrophe. Je suis en stress. Autant rendre le manuscrit à l'éditeur, faire les corrections, tout ça, voilà. Je suis en stress à chaque sortie, de plus en plus. Et il me faut attendre les 2, 3, 4, 5 premiers commentaires pour me reprendre une respiration normale et m'apaiser. Mais non, honnêtement, c'est de pire en pire. J'ai même de l'angoisse. C'est terrible. Parce qu'en fait, c'est pas une question de... Est-ce que c'est le roman de trop? C'est est-ce que l'histoire que je vais raconter va rencontrer les gens? Est-ce que ça va leur parler? Est-ce que ce personnage va leur plaire? Est-ce qu'ils vont comprendre la blague pourrie à la page 19? Est-ce que... Moi, j'ai des scènes de sexe dans mes livres. Est-ce que la scène de sexe va aller? Voilà, c'est toujours...
Vraiment une vraie angoisse, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est de pire en pire aussi. Et alors celui-là, je crois qu'on a atteint le sommet parce que ça fait 3 ans que les lecteurs l'attendent et ça fait 3 ans que à chaque rencontre, on me dit « Alors, quand est-ce qu'on y retourne à Santa, les 2 sapins ?» Et j'avais tellement pas envie de passer à côté. C'est difficile, hein, un tome 3, c'est-à-dire qu'il faut se renouveler, en même temps, il ne faut pas trahir les personnages, il ne faut pas trahir ce que les gens ont aimé dans cette histoire, il faut faire rire mais avec d'autres choses. Et donc, oui, alors celui-là, pareil, ça me met un temps, moi, 15 jours, 3 semaines après la sortie, pour me dire, bon, c'est bon, mais ouais, je pense que c'est de pire en pire. En fait, c'est ça, c'est la peur de décevoir. C'est la peur de décevoir. C'est ça, typiquement. Plus ça va, plus on a des gens qui nous lisent et on reçoit tellement de messages d'affection, qu'on n'a vraiment pas envie de décevoir les gens. Donc, et je m'étais dit un jour que ça allait s'arrêter et je crois qu'en fait ça ne s'arrêtera jamais. J'ai peur que voilà, chaque roman ça sera pire que le précédent et puis c'est tout. Vous, Claire ? Je partage, Ouais. je pense qu'en fait chaque roman est un nouveau départ et que même si on sait pouvoir compter sur un certain lectorat, rien n'est jamais acquis. Donc à chaque roman, c'est un petit peu un nouveau message qu'on balance dans le cosmos et on ne sait pas qui le recevra et comment il le recevra. Je crois que c'est ça en fait, hein, la difficulté, c'est qu'on est convaincus peut-être nous d'avoir écrit, en tout cas d'avoir mis en scène un message, des messages qui nous semblent forts et importants. Après, il y a le récepteur. Et ça, on n'est plus maître de ça. Et on est toujours surpris. Moi, je suis toujours surprise. Je suis C'est-à-dire des romans où je me dis, bon, c'est pas fifou, mais bon, voilà. Putain, un succès énorme, quoi. Et puis un roman où je dis, je me suis arrachée, j'ai trouvé un truc super original. Enfin, si, ça marche, mais pas plus que ça, quoi. Donc, on est toujours surpris. Donc voilà, donc faut pas... On sait jamais comment un roman va être reçu. Ouais. C'est vrai ça. Et puis, nous, Pourquoi un roman vit vit mieux qu'un autre? Vous ouais. ne savez pas pourquoi. On a l'impression de traiter d'un sujet. En fait, c'est un autre sujet du roman qui va l'emporter. C'est vrai c'est vraiment, on confie l'histoire. Après, elle nous appartient plus et on ne sait pas du tout comment le lecteur ce qu'il va en faire. En tout cas, c'est pour ça que c'est stressant. Vu les gens qui font la queue pour vos signatures, je pense que vous pouvez être tranquille pour cela et j'espère pour les prochains. Il y a un tome 4 où ça suffit Alors, quand je suis arrivée à la fin, moi j'avais une option, hein, c'était fermer ou ouvrir. Et j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je ferme, j'ouvre. Si j'ouvre, on va m'en demander un tome 4. Si je ferme... Et en fait, j'ai ouvert, je dois être un peu maso, je pense. Et donc j'ai déjà des demandes. Mais alors, parce qu'on veut savoir maintenant. Donc, je me crée moi-même mes propres ennuis. Voilà. sur cette belle parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, on est entre nous. Bon, bah écoutez. Voilà, vous voyez, on ne les a pas inspirés, voilà. Non, je pense que c'est plutôt la... Non, je crois qu'ils sont secoués. Non, je pense qu'ils vont surtout venir vous voir directement pour parler une à une, je pense. Si je peux me permettre, la première question, on l'élimine. On passe directement à la deuxième. Voilà, la première, c'est la plus dure. Donc on passe directement à la Je peux deuxième. me mettre dans le public et faire semblant de poser une question aussi. Ouais. Non, ouais. Allez-y, hein. Voilà. Alors, on va vous demander juste de vous lever pour que, à la caméra, on puisse vous voir, parce qu'on est aussi filmé. filmé. La paillette. Gagne quoi? J'ai une question pour Claire. Ce personnage de Lisa, que je ne connais pas encore, j'ai pas encore lu le livre, est-ce qu'il vous semble un peu représentatif de la nouvelle génération de jeunes femmes, c'est-à-dire par rapport à leur vision des relations amoureuses, un partenariat vu sous une forme rationnelle au départ en tout cas, avant que tout bascule et qu'on ne maîtrise plus rien peut-être? C'est une très bonne question. Alors, Lisa, comme la particularité, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir été élevée, de s'être nourrie du féminisme de sa mère, et sa mère, qui était très militante, militait à une époque où on se battait pour l'acquisition de droits fondamentaux pour les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont beaucoup plus libres dans leur tête, dans leur comportement.
Je crois en fait qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des jeunes filles qui rêvent encore de grand amour et qui y croient réellement, tout à fait. Bien que peu de parents leur lisent encore de contes de fées, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu quand même. On a vraiment la volonté de ne plus être dans les paillettes et dans les histoires un peu fleurs bleues, hein, je crois, pour les enfants. Surtout, c'est surtout que le rôle des femmes dans les contes de fées, il est quand même assez... Absolument. Blanche-Neige, donc on a elle plus se tape très le envie de ménage ça. des nains. Exactement. Une autre qui pionce pendant 150 ans. Enfin, honnêtement, on a vu plus glamour, quoi. C'est sûr. Et on a par contre d'autres jeunes femmes qui aujourd'hui entendent alors certainement reprendre le flambeau de tout ce qui a été acquis pour la femme et qui veulent vraiment rester libres et qui considèrent le couple comme quelque chose qui peut être transitoire ou qui peut durer avec une certaine liberté. On entend aujourd'hui, même sexuellement, beaucoup plus de recherche de liberté. Maintenant, je pense, vous savez, c'est ce que je disais au tout début, bon, l'amour n'a pas de visage, enfin, on ne peut pas en faire de généralité, et je pense que ça, c'est la même chose. On a autant de jeunes femmes aujourd'hui qui ont des avis différents sur le sentiment amoureux et sur l'image du couple. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Non, j'ai cru. Il y a quelqu'un ? Je suis prêt à céder le micro, hein, il est fait pour ça. Ah, voilà. Vous vous levez s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir également à l'image. Ah. Bonsoir. J'aurais une question pour Karen. Je voudrais savoir si Pilou et Grinchette sont toujours présents dans le tome 3. Évidemment. Alors, l'avantage de ce tome 3, c'est que donc la Grinchette, elle a vieilli, puisque l'histoire se passe 3 ans après la précédente. Ah oui. Et j'ai voulu maintenir ces 3 ans-là parce que elle naît dans la saison 1, elle a 1 an dans la saison 2, et donc là, désormais, elle a 4 ans et demi, quoi. Et à 4 ans et demi, je peux lui faire plein de bêtises, je peux lui faire dire plein de trucs hyper drôles. Et évidemment, Pilou, on pourrait pas, cette comédie de Noël sans Pilou ne pourrait pas être. Et donc Pilou et la Grinchette, c'est un duo, c'est qu'ils font des bêtises à 2. Et donc évidemment, ils sont là. Ça fait partie des ingrédients principaux. Et c'est ça qui est chouette dans l'évolution, c'est que du coup, là, pour le coup, le personnage, il évolue vraiment. Et elle dit des choses très drôles, parce qu'elle a 4 ans et demi. Et qu'à 4 ans et demi, on sort voilà, des choses comme ça. Et ça m'a moi beaucoup fait rire. Donc évidemment, vous la retrouvez dans cette histoire. Allez, une question pour Émilie. Ne me demandez pas des techniques d'auteur. J'ai des gens qui m'écrivent « Comment vous faites pour écrire ?» Ah, c'est bien, vous posez les questions et vous faites les réponses. Mais c'est horrible, ne me demandez pas ça. Alors moi j'ai une question. J'ai une question parce qu'alors je suis un peu novice, hein, tout ce qui est romance. Et alors j'ai appris une chose aujourd'hui dans le train de Brive d'ailleurs. On m'a parlé de dark romance. Non, faut pas me lancer là-dessus. Non, on a plus de temps. Non mais c'est quand même... Parce qu'alors moi ça m'a vraiment interpellée parce qu'il semblerait que la dark romance... Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'est la dark romance ? Parce que moi j'ai découvert hein, quand même, donc... Ah oui ? Mais vraiment. C'est de la romance où le lien entre les deux héros est assez toxique, voire violent, voire illégal. Voilà. Et qui est... Moi, je suis pas une grande fan de dark romance. Par des ados. Mais j'estime que c'est pas mon rôle de dire qui doit lire quoi. Et que voilà, quoi. J'ai pas... En fait, la romance, c'est... un gros pavé avec une foultitude de genres, de sous-genres et de sous-sous-genres. Donc ouais, je suis pas hyper... J'ai une fille hein, qui est ado, donc je serais pas hyper fan qu'elle lise ça. En même temps, quand on interdit un truc, il n'y a pas plus tentant pour un ado, alors je suis très partagée sur le truc en fait. Voilà. Je t'avance pas du tout dans ce que je dis. Hein. Non, mais ça interpelle un peu. D'ailleurs, ça rejoint un peu votre question, madame, parce que donc la dark romance, ce sont des rapports un peu... toxiques, on peut le dire, hein, toxiques, violents. Et a priori, ça basé marche sur de la soumission. Beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui achètent de la dark romance et qui aiment ça. Alors avec une violence derrière, où on explique que la femme se fait violenter, enfin, c'est quand même... ça m'interpelle. C'est très... Il y a toujours des épiphénomènes en romance. Hein. On a eu le même débat quand 50 nuances est sorti.
Voilà, enfin, il y a toujours ça. Il y a toujours eu, hein, et il y aura toujours. Donc, surveillez vos lectures. Mais du coup, bah non, mais enfin... Je me demandais s'il y avait des gens dans l'audience qui avaient lu la Dark Romance et qui pouvaient en parler en tant que lecteur. Non. Bah, je crois que vous avez donné envie. Déjà. Non, mais je pense honnêtement que c'est le côté très transgressif qui plaît. Côté transgressif, et effectivement, il y a des choses extrêmement violentes. Pour autant, je pense que les jeunes filles, parce que c'est beaucoup des filles qui lisent ça, elles savent faire la différence entre ce qu'est un livre, ce qu'est le contenu d'un livre et ce qu'est la vraie vie. Et je ne pense pas qu'elles accepteraient le quart, du tiers, du dixième de ce qu'elles lisent. Donc là-dessus, je suis plutôt optimiste quand même. Ça marche. Bah, écoutez, c'était funky. Sur cette note de gaieté. C'est ça. C'est pour ça que je ne fais pas de Dark Romance. Merci à vous. Alors je rappelle que... Allez-y. Pouvez-vous juste nous rappeler où est-ce que vos stands se trouvent, s'il vous plaît, pour les signatures, si vous vous en souvenez, pour vos lecteurs. Les stands. Oui. Moi je suis L16. L'autre côté où il fait frais. L20, je crois, moi. Chez Robert Laffont. Alors moi c'est tout droit. L5. C'est par là-bas. C'est au fond, à gauche. L5 pour Claire L20, Norton. je crois. Merci à tout le monde et bonne fin de week-end et de salon. Merci Selma, merci mesdames. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. C'était notre dernier forum des lecteurs de cette première journée de Foire du Livre de Brive. Merci à vous et à très bientôt. Rendez-vous demain donc pour un nouveau forum des lecteurs. Bonsoir. Retrouvez tous les forums des lecteurs sur corres.tv.